Bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque aujourd'hui un chapitre essentiel du programme de première, l'expression du patrimoine génétique. On va décrypter ensemble ce mécanisme absolument fascinant qui permet à une toute petite information cachée au fond de notre ADN de construire et de faire fonctionner un organisme tout entier. Pour commencer, regardez bien ces deux images. C'est assez frappant, non? À gauche, vous avez la coupe d'un muscle de jambe en pleine forme. Et à droite, le même muscle, mais chez une personne atteinte d'une maladie génétique, la myopathie centronucléaire. La différence est spectaculaire. Et pourtant, à l'origine de tout ça, il y a juste une minuscule modification dans l'information génétique, complètement invisible à l'œil nu. Et ça nous amène directement à notre grande question du jour. Comment est-ce que l'invisible, c'est-à-dire le gène, arrive à créer le visible, notre corps, nos organes, bref, ce qui fait de nous ce que nous sommes? Comment on passe d'une simple ligne de code dans l'ADN à un muscle qui fonctionne ou qui malheureusement ne fonctionne plus? C'est cette enquête qu'on va mener ensemble. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour commencer notre enquête, il faut qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Il y a deux termes que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, le génotype et le phénotype. C'est vraiment la clé pour comprendre le lien entre un gène et une maladie. Le phénotype, c'est tout ce qu'on peut observer, tout ce qui s'exprime. Alors attention, quand on dit ça, on pense tout de suite à la couleur des yeux ou des cheveux. Et c'est juste. Mais ça va beaucoup plus loin. Le phénotype, ça se regarde à plusieurs échelles. À l'échelle de l'organisme, par exemple la faiblesse musculaire, mais aussi à l'échelle de la cellule et même à l'échelle des molécules, comme la présence ou l'absence d'une protéine qui fonctionne correctement. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une petite analogie. Imaginez que le génotype, c'est-à-dire l'ensemble de tous les gènes, c'est la recette qui est écrite dans un immense livre de cuisine, l'ADN. Le phénotype, lui, c'est le plat final. C'est le résultat qu'on obtient une fois qu'on a suivi la recette. Dans notre cas de myopathie, le phénotype malade est la conséquence directe d'une faute de frappe dans la recette, donc dans le génotype. Ok, très bien. Maintenant que les bases sont posées, il faut qu'on comprenne comment la cellule fait pour passer de la recette au plat. Comment est-ce que cette information génétique est lue puis exécutée? Pour ça, on n'a pas le choix. Il faut entrer au cœur de la cellule et découvrir la chaîne de production qui fabrique les ouvrières de notre corps, les protéines. Tout commence dans le quartier général de la cellule, son coffre-fort, le noyau. C'est là qu'est précieusement gardé l'ADN. Le problème, c'est que l'ADN ne peut pas sortir de là. Du coup, la cellule, très maligne, va faire une photocopie d'un seul gène, celui dont elle a besoin à un instant T. Cette copie, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager, ou ARNM. Et ce processus de copie, c'est notre première étape cruciale, la transcription. Et là entre en scène l'ouvrière spécialisée de cette étape, une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. Elle vient se fixer sur le gène, elle ouvre la double lisse d'ADN et elle assemble un brin d'ARN messager en lisant l'un des deux brins d'ADN, un peu comme une photocopieuse. C'est elle qui transcrit le langage ADN en langage ARN pour que l'info puisse voyager hors du noyau sans risque. Une fois que notre ARN messager a réussi sa mission, qu'il est sorti du noyau et qu'il se balade dans le cytoplasme, la deuxième grande étape peut commencer, la traduction. C'est là que le message va être décodé pour de bon, pour construire une protéine. Et les machines qui s'occupent de ce travail, ce sont les ribosomes. La traduction, c'est une véritable chorégraphie moléculaire hyper bien réglée qui se passe en 3 temps. D'abord, l'initiation. Le ribosome vient s'accrocher au début de l'ARN messager. Ensuite, l'élongation, et c'est là que la magie opère. Le ribosome glisse le long du message et lit les informations par groupe de 3 lettres. Pour chaque mot de 3 lettres qu'il lit, un livreur, un autre type d'ARN, vient apporter le bon acide aminé. C'est un vrai travail à la chaîne. Et enfin, la terminaison. Quand le ribosome arrive à un signal stop, tout le monde se détache et la protéine toute neuve est libérée. Mais attendez, comment le ribosome sait quel acide aminé il doit ajouter? Comment on passe d'un langage qui n'a que 4 lettres, les nucléotides de l'ARN, à un langage qui en a 20, les acides aminés qui composent les protéines? Pour ça, il faut un dictionnaire. Et ce dictionnaire, c'est le code génétique. Et le voilà, ce fameux dictionnaire. Le ribosome lit les mots de 3 lettres sur l'ARN messager, qu'on appelle des codons. Et comme vous le voyez sur ce tableau, chaque codon correspond à un acide aminé bien spécifique. C'est ce système de correspondance qu'on appelle le code génétique. C'est lui, la pierre de Rosette de la biologie. Mais le truc le plus fou, le plus vertigineux avec ce code, c'est qu'il est universel. Ça veut dire que vous soyez une bactérie, un champignon, un séquoia ou un être humain, le codon AUG voudra toujours dire méthionine. C'est une preuve absolument magnifique que toute la vie sur Terre partage une origine commune. Bon, on pourrait se dire, ok, j'ai compris. Un gène, ça donne une protéine. C'est simple. Eh bien, la biologie est rarement aussi simple.
Elle est bien plus astucieuse que ça. La cellule a trouvé des moyens de complexifier les choses pour être plus efficace. Avant même de quitter le noyau, l'ARN messager subit une étape de montage. L'ARN qui est copié de l'ADN contient des parties utiles, les exons, et des parties inutiles, les introns. La cellule va donc couper les introns. Mais, et c'est ça qui est génial, elle peut aussi, en fonction de ses besoins, choisir d'enlever ou de garder certains exons. C'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Et avec un seul gène de départ, on peut donc fabriquer plusieurs ARN messagers différents. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple du gène CGRP. Dans les cellules de la thyroïde, l'épissage de son ARN va produire une hormone, la calcitonine. Mais dans les neurones, un montage différent du même ARN de départ va produire une protéine complètement différente, la protéine CGRP. Vous voyez, un seul gène, mais plusieurs protéines possibles. C'est une source de diversité absolument incroyable. Et si je vous disais que l'histoire ne s'arrête pas là, que l'environnement lui-même peut venir mettre son grain de sel dans l'expression des gènes? Regardez-moi ces deux abeilles. D'un côté la reine, de l'autre une ouvrière. Croyez-le ou non, leur génotype est strictement identique. Alors, d'où vient cette différence énorme? De leur alimentation. La gelée royale, donnée à la future reine, va provoquer des petites modifications chimiques sur son ADN qui ne changent pas la séquence, mais qui rendent certains gènes plus faciles à lire. C'est un exemple parfait d'épigénétique. Bon, on a vu plein de mécanismes assez complexes. Il est temps de prendre un peu de hauteur et de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision globale de tout ça. Ce schéma, c'est notre bilan. Il résume tout le voyage. On part du gène dans le noyau. Il est transcrit, puis maturé pour donner un ARMN. Cet ARMN est ensuite traduit dans le cytoplasme pour fabriquer une protéine. C'est notre phénotype moléculaire. Cette protéine va agir dans la cellule, définissant le phénotype cellulaire, et l'ensemble de ces cellules va déterminer le phénotype de l'organisme, ce qu'on observe à notre échelle. Et n'oublions pas que toute cette chaîne peut être influencée par des facteurs qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisme. Allez, moment crucial, on synthétise pour le bac. Voici les points à retenir absolument. Premièrement, le phénotype, c'est le résultat visible de l'expression des gènes. Deuxièmement, cette expression se fait en 2 étapes, la transcription dans le noyau, puis la traduction dans le cytoplasme. Troisièmement, tout ça est possible grâce au code génétique, ce dictionnaire universel qui traduit l'ARN en protéines. Quatrièmement, un seul gène peut coder pour plusieurs protéines grâce au mécanisme d'épissage alternatif. Et enfin, l'environnement peut moduler l'expression de nos gènes, c'est l'épigénétique. Et on va se quitter sur une question qui dépasse un peu la biologie. Si notre environnement, notre alimentation, notre mode de vie, nos expériences peuvent influencer la façon dont nos gènes s'expriment, alors qui sommes-nous vraiment? Juste le produit d'un programme génétique écrit une bonne fois pour toutes, ou bien le résultat d'une interaction permanente et dynamique entre notre inné et notre acquis? C'est une question absolument passionnante. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.